concrètement, au niveau du travail, là, est-ce que c'est vraiment un bloqueur? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette personne-là à avoir des techniques, à avoir des outils pour être capable de justement canaliser soit cette énergie-là ou justement d'être capable d'améliorer soit sa capacité de focus ou de justement d'aller avec ses flows, parce que ça aussi, c'est une affaire que on enseigne beaucoup là, au niveau de la neuroinclusion d'entreprise, de respecter les flows de productivité des gens. Parce que, tu sais, on parle tout le temps de l'importance, oui, de faire de la neuroinclusion, puis c'est important parce que les gens ne le connaissent pas, qu'est-ce que c'est. Donc, tu sais, les gens veulent pas le cycle, tu sais, de je connais pas, donc je rejette, donc je déteste. Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 70. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme pour ce nouvel épisode de l'ambition au féminin. Moi, je suis toujours heureuse de vous retrouver. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet qui m'intéressait beaucoup parce que j'ai quand même un souci assez, je dirais, assumé de montrer différentes facettes du succès, différentes aussi facettes de notre expérience de femme en contexte professionnel, en contexte en lien avec nos ambitions. Et autant j'essaye le plus possible d'être diverse dans les choix de sujets, dans les choix d'invités, dans les expériences des invités, il y a quelque chose dont j'ai l'impression que j'ai pas encore beaucoup parlé sur le podcast, et c'est tout ce qui est en lien avec la neurodiversité. Parce qu'on parle beaucoup, on parle beaucoup de santé mentale, on parle beaucoup d'épanouissement au travail, on parle beaucoup aussi d'inclusion au travail quand vient le temps de penser par exemple, à notre situation de femme, ou peu importe si on est dans un contexte, en tant que, personne noire ou personne d'une autre ethnicité. Et j'ai l'impression que la neurodiversité va peut-être tomber dans une espèce de craque dans laquelle on va pas nécessairement plonger pour aller explorer qu'est-ce que ça veut dire être neurodivers dans un contexte professionnel. Alors, pour parler du sujet, je suis pas du tout une experte. En fait, j'ai beaucoup à apprendre là-dessus. Et j'ai invité, en fait, quelqu'un qui, je dirais pas milite, mais a à cœur cette thématique-là parce qu'elle en a fait une entreprise de sensibilisation. Et je parle ici de Cindy Lamontagne, qui se nomme avec beaucoup de plaisir une apicultrice RH. Donc, Cindy Lamontagne, je l'ai rencontrée sur LinkedIn à travers son contenu, et comment elle se présente, dans le fond, c'est comme une ressource humaine, une RH atypique, un peu rebelle, et elle a découvert plus tard dans sa vie qu'elle était une douancieuse TDAH, donc dotée de douance et aussi avec un TDAH. Elle est aussi ce qu'on appelle une DRH, soit une directrice en ressources humaines, et elle est aussi conférencière de temps en temps sur les sujets notamment de la neuro-inclusion. Donc son but à Cindy, c'est de contribuer à changer les perceptions corporatives au sujet de la neurodiversité et ultimement contribuer à créer un monde de travail heureux où chacun trouve sa zone de génie et peut l'explorer en toute humanité. On a eu une belle conversation au sujet de comment il y a peut-être du shaming autour de la neurodiversité en contexte professionnel, et comment elle aussi, en tant que neurodiverse, elle a su naviguer, mais aussi diagnostiquer certains comportements qu'elle voyait en milieu de travail, et comment trouver des solutions créatives pour aider à tout le monde
de se sentir bien et épanoui dans ces contextes-là. Donc, je prends pas plus de temps parce que c'était une conversation assez riche, assez profonde. Je vous laisse explorer ça et je vous laisse aussi avec quelques ressources que j'avais sur le site où on parlait d'entrepreneuriat et de TDAH parce que effectivement, on dirait, il y aurait il y aurait peut-être une tendance pour les personnes avec des TDAH de se tourner justement vers l'entrepreneuriat et ça serait une bonne chose à réfléchir de pourquoi parfois aussi on se sent peut-être pas bien dans un contexte de travail où on se sent pas accueilli ou des choses comme ça, parce que parfois ça pourrait être aussi une neurodivergence qui a pas été décelée ou peut-être juste une façon de fonctionner qui est un peu différente des autres, qui fait qu'on n'est pas super bien intégré dans ce contexte-là. Donc, je vous laisse avec l'entrevue avec Cindy, puis je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Cindy, bienvenue sur l'ambition au féminin. Je suis contente de te recevoir aujourd'hui malgré les millions de problématiques techniques qu'on vient d'avoir. Ben, merci de me recevoir, je suis vraiment contente. Tu sais, c'est toujours bizarre parce que c'est ça, c'est la première fois qu'on se rencontre en vrai, puis on veut comme un peu impressionner les autres. Je sais pas si c'est de même, mais moi, genre, j'aime mieux donner ma meilleure image. Puis là, des fois, c'est juste comme le bordel total. Puis c'est le cas de ce matin. C'est drôle, c'est une belle façon de casser la glace, par exemple. Exactement. Donc, aujourd'hui, on va parler de neuroatypisme, qui est quelque chose qui te tient à cœur, puis qui est au cœur un peu de l'entreprise que tu avais créée. Et avant de commencer, je voulais savoir, tu sais, je pose tout le temps la question à mes invités, toi, le mot ambition, qu'est-ce que ça dit et est-ce que tu t'y associes? Mon Dieu, oui, définitivement. En fait, pour moi, l'ambition, c'est d'être capable de suivre ses rêves, mais en respectant qui qu'on est. C'est l'intégrité de ce qu'on est, puis je pense que l'ambition, c'est propre à chacun, mais il n'y a pas de limite, là. C'est pas quelque chose de négatif dans ton Non. monde? Non, 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 non. Non, parce que, tu sais, on avait tout le temps, je sais pas tout le temps, mais il y a eu cette vague, ah oui, c'est une ambitieuse, elle veut genre faire full d'argent, puis... Fameux préjugés, un bel héritage de notre culture judéo-chrétienne il y a beaucoup, beaucoup d'années, là. Mm-hmm. Non, absolument. Et avant qu'on commence, maintenant qu'on commence, justement, je pense que la meilleure partie pour commencer, ça serait peut-être que tu nous aides à définir c'est quoi vraiment du neuroatypisme, qu'est-ce qui rentre dans cette catégorie-là, puis qu'est-ce qui rentre pas aussi, parce que je pense qu'il y a pas beaucoup... Tu sais, c'est pas tout le monde qui est très à l'aise avec ce terme-là. Non, c'est vrai. En fait, on considère tout ce qui est neuroatypique, tout ce qui est cognitivement différent. Dans le fond, on peut inclure, dans le fond, l'autisme, le TDA, TDAH, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, la douance, dysorthographie, le syndrome de Tourette, en fait, tout ce qui est aussi les troubles d'apprentissage, tous les troubles de personnalité limite aussi. Il y a tout ce qui rentre dans ce qui n'est pas cognitivement, dans le fond, conforme à la masse, là, ça rentre là-dedans. Ce qui est aussi tabou, c'est qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui vont l'apprendre sur le tard. Mm-hmm. Puis il y en a d'autres qui vont juste pas être à l'aise de le dire parce qu'il y a encore énormément de préjugés. Puis ça, c'est un problème parce qu'on le rencontre beaucoup dans le monde du travail, mais dans toutes les sphères de la vie, en fait. Donc, ça, c'est quelque chose. Puis il y en a beaucoup aussi par l'accessibilité aux neuropsychologues parce que beaucoup de composantes, dans le fond, moi je préfère appeler ça comme ça, au niveau de la neurodiversité, ça doit être diagnostiqué par des neuropsychologues principalement. Il y a certains psychologues qui peuvent poser certains diagnostics, là, mais pour être vraiment certain, souvent, on va peut-être préconiser là, vraiment des neuropsychologues pour avoir tout l'ensemble du portrait. Mm-hmm. Parce que un autre problème, des fois, qui peut arriver, c'est qu'il y a beaucoup de neuroatypies qui se croisent ou qui se ressemblent dans certaines caractéristiques. Fait que, mettons, il y a des traits qu'on peut avoir au niveau de l'autisme qui vont être très, très, très semblables au niveau de la douance, qui vont aussi être tout semblables au niveau du TDAH. De démêler tout ça, des fois, c'est un méchant casse-tête. Mm-hmm. Mais c'est quelque chose qui quand on le connaît pas, puis qu'on le vit, ça peut être très, très dur sur l'estime de soi, là, des fois. Ouais, parce que c'est pas mal invisible, tu sais, puis tu sais, vu que les gens dans la population en général, c'est tellement difficile à identifier autre que il semble y avoir une différence,
j'ai l'impression que souvent, c'est mis sur, mettons, la bonne volonté des gens, ou leur intelligence, ou, tu sais, leur capacité à faire certaines choses. Je veux juste spécifier un truc, parce que là, tu as parlé de plusieurs types de neuroatypisme. C'est pas nécessairement aussi pathologique, là. C'est pas... là, on parle pas, genre, de... Puis je pense qu'il y a ça aussi, peut-être, dans le préjugé, que c'est comme une, peut-être, maladie mentale ou un handicap. Ben, il y en a certains qui se retrouvent, mettons, dans le DSM-5, dans le fond, qui est un guide au niveau de la psychologie, qui peuvent, tu sais, c'est vraiment associé comme des troubles. Le gros, je peux prendre le terme anglophone, le misconception à propos de ça, c'est que, oui, il y a certaines choses que dans le monde du travail, on peut percevoir comme vraiment un trouble ou ce que ça peut poser problème. Par contre, il y a plusieurs alternatives pour justement pallier à ce trouble-là. C'est des choses des fois très, 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 très simples que juste en connaissant qu'est-ce que c'est la neuroatypie, tu sais, je veux dire, comme un TDAH, là, on pense, mettons, un préjugé que, bon, c'est l'écureuil qui se jump partout puis qui est pas capable de se gérer puis qui oublie tout. Mais c'est pas juste ça, le TDAH, c'est 1000 autres choses, c'est 1000 autres compétences, c'est 1000 autres capacités, c'est des choses, des fois, qui vont se retrouver renforcées chez ces gens-là, qui vont se retrouver aussi dans la majorité de la population, mais que ils vont se retrouver encore décuplés, ces gens-là. Fait que c'est sûr que, comme pathologie, des fois, les gens peuvent dire, bon, mettons, je prends encore l'exemple du TDAH, ben, il jump partout, il sait pas se gérer, il est toujours énervé, il saute partout, puis oui, mais concrètement, au niveau du travail, là, est-ce que c'est vraiment un bloqueur? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette personne-là à avoir des techniques, à avoir des outils pour être capable de justement canaliser soit cette énergie-là ou justement d'être capable d'améliorer soit sa capacité de focus ou de justement d'aller avec ses flows, parce que ça aussi, c'est une affaire que on enseigne beaucoup là, au niveau de la neuroinclusion d'entreprise, de respecter les flows de productivité des gens. Parce que, tu sais, on parle tout le temps de l'importance, oui, de faire de la neuroinclusion, puis c'est important parce que les gens ne le connaissent pas, qu'est-ce que c'est. Donc, tu sais, les gens veulent pas le cycle, tu sais, de je connais pas, donc je rejette, donc je déteste. Fait dans ces pathologies-là, c'est que souvent les gens n'expérimentent pas la réalité de la même façon que les gens qui vivent avec ces troubles-là. Puis comme tu dis, il y a différents degrés, fait que ça complexifie encore plus la chose, parce que là, tu sais, quelqu'un peut avoir juste un petit peu de quelque chose, mais quand même, son cerveau va fonctionner pas exactement de la même façon que quelqu'un d'autre, puis là, ça peut créer des conflits, des tensions. Exactement. Puis tu sais, moi, il y a tout le temps une analogie que j'aime vraiment, vraiment beaucoup au niveau de la neurodiversité, c'est que ceux que, mettons, qui ont été peut-être dans d'autres pays où il y a un système électrique différent, là, c'est vraiment très semblable. Tu sais, tu as la prise, mettons, si on prend la prise française, puis la prise nord-américaine, le principe est le même. Je veux dire, l'électricité se rend du point A au point B, la fiche est différente. Fait que si tu essaies de rentrer une fiche américaine dans une fiche française, ben, bad news, ça marchera pas. Par contre, si tu prends l'adaptateur, pouf, magie, ça fonctionne. Fait que l'adaptateur en entreprise, c'est des méthodes, c'est des outils, c'est des techniques, c'est de la conscientisation, c'est de la sensibilisation pour faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est, puis c'est quoi les particularités de la neurodiversité. Super intéressant, puis c'est une super belle métaphore. Puis juste pour revenir un petit peu en arrière, peux-tu nous expliquer c'est quoi, toi, ton histoire, dans le fond, avec le neuroatypisme, puis comment t'as décidé que ça allait influencer comme ça ton parcours professionnel? Oh my, écoute, ça a été un parcours de, je dirais peut-être pas de la combattante, là, mais pas loin, parce que moi, j'ai appris que j'avais, que je composais avec la douance, donc ce qu'on appelle communément les surdoués. C'est pas des petits Einstein, là, c'est pas le préconçu, ce qu'on pense, parce que, tu sais, au niveau de la douance, il y a, tu sais, les profils hétérogènes, homogènes. C'est pas ceux qui réussissent avec des 100 partout nécessairement, vraiment pas. Par contre, moi, j'ai appris que j'avais ça, j'avais 30 ans. Puis je l'ai appris parce que mon grand garçon qui était à ce moment-là en première année, justement, lui aussi, c'est un petit surdoué. Puis lui, ben, il est plus jeune que la majorité de sa classe. Il a commencé à 4 ans, dans le fond, la maternelle, puis pas à cause de la fameuse règle de notre gouvernement, là, mais parce qu'il était rendu là. Mais sauf que là, il voulait le faire skipper en deuxième. Mais il n'y avait pas la maturité émotive de le faire. Mais pas en tout, là. Donc là, avec la neuropsy, ben là, tu sais, il investit, puis là, on fait le processus, puis là, elle pose des questions aux parents, comment est votre enfant, et tout, et tout. Puis là, la neuropsy, elle dit, ben, souvent, dans plusieurs aspects de la neurodiversité, il y a un aspect génétique dans plusieurs. Elle dit, j'irais peut-être faire tester maman des fois.
Puis comme de fait, ben, je suis allée, puis ça a tombé tout de suite après le test au niveau du QI. Ça a fait, bon, OK, that's it, c'est ça. Puis aussi le reste du test, là, mais... Puis là, finalement, le premier neuropsy que j'ai consulté avait pas vu mon TDAH. Donc moi, ça a été aussi décalé, où ce que là, à un moment donné, plus que je vieillissais, plus que je me rendais compte que mes capacités de focus diminuaient. Puis là, ben entre-temps, j'ai eu 2 autres enfants. Donc là, moi, sur le coup, j'ai mis ça sur le compte du mommy brain. Ce qui n'était pas ça pantoute. Et puis là, arrivent les choses, puis là, je me dis, mais ça n'a pas de bon sens, c'est pas juste la douance, tu sais. Puis là, je m'étais renseignée là-dessus, puis je comprenais pas pourquoi que, tu sais, j'étais toujours en train d'étudier, puis j'ai jamais arrêté, puis j'étais fascinée par ça, puis pourquoi qu'à 14 ans, j'étais fascinée par la Deuxième Guerre mondiale, puis je foxais mes cours pour aller lire sa Deuxième Guerre mondiale à biblio. Qui fait ça? On s'entend, c'est pas la majorité, là. Mais tout s'est comme mis en place, puis quand que finalement, j'ai consulté une deuxième neuropsychologue qui, là, a consulté, pas consulté, mais a fait justement parce que je voyais aussi une autre neuropsychologue on the side pour justement tous les problèmes que je vivais, puis par rapport à tout ça, parce que veux pas, moi aussi, je l'ai vécu là, en entreprise, ce que j'appelle communément le neuroshaming, là, de me faire vraiment rentrer dedans parce que je suis neurocognitivement différente. Parce que, mettons, je fais 2 choses en même temps. La personne, des fois, avait l'impression que je l'écoutais pas, mais pourtant, j'étais complètement capable de autant répondre à mes courriels que de suivre la conversation puis de répondre en même temps. Mais c'est que mon cerveau, il est branché comme ça. J'ai toujours fonctionné comme ça. Puis pendant des années, j'ai été toute seule dans un département RH où je me suis jamais fait écœurer par personne à ce niveau-là. Puis ma boss était à Toronto dans ce temps-là. Fait que c'était, mon Dieu, c'était le fun. Mais là, quand j'ai décidé de changer de poste, et là, je me suis rapprochée, puis là, c'est là que j'ai commencé à voir c'était quoi le neuroshaming. Puis avec mon Comment TDAH, ça s'est manifesté, ouais? Ben, écoute, avec mon TDAH qui empirait, évidemment, à un moment donné, j'ai pas eu le choix, il a fallu que je prenne de la médication, du Vivance, parce qu'à un moment donné, mes capacités de focus, là, ça a crashé. Puis là, ben, OK, mais qu'est-ce qu'on fait à partir de là? OK, ben, on trouve des outils, puis je me renseigne. Puis là, j'ai continué à pratiquer au niveau de mon cursus scolaire, je commençais en psychologie pour comprendre c'était quoi mon cerveau, comment il fonctionnait, qu'est-ce que je vivais. Tout cet aspect-là. Puis dans le milieu du travail, c'est là, mettons des directrices RH qui me rentraient dedans parce que pour elles, je manquais de respect. Parce que je la regardais pas quand je parlais. Oh oui, puis solide. Ou des fois, à un moment donné, me faire dire que je faisais de l'insubordination. Puis ça, c'est arrivé souvent, mais ça, avec le temps, tu sais, puis en comprenant aussi un peu que c'est une caractéristique qui arrive très fréquemment au niveau de la douance, il faut que je comprenne. Pourquoi qu'on fait ça? C'est quoi le but? Moi, si on me dit, fais ça, ferme ta trappe, ben non, ça marche pas. Explique-moi pourquoi. C'est quoi le bien fondé de ça? Puis surtout, si ça fait pas de sens, fait que je peux te dire qu'en ce moment, je mange mes bas, là, en ce moment, avec toutes les incohérences. Mais ça reste que dans le milieu du travail, ça me rendait complètement dingue. Fait que là, moi, j'étais comme, non, mais pourquoi? Pourquoi qu'on fait ça? Explique-moi-le. C'est quoi la plus-value de faire ça en RH? Puis des fois, il y a des décisions en RH qui se prennent en entreprise, puis de moins en moins, parce que heureusement, je pense qu'il y a beaucoup de mes pairs qui prennent une belle tangente là, depuis un bon 2-3 ans. Mais tu sais, la vision classique des RH, très structurée, très corporate, très, très rigide. Hiérarchique. Vraiment. Ouais. Cette vision-là, moi, je m'identifie tellement pas à ça. Puis pendant quelques années, je me suis vraiment demandé, je suis à ma place en RH. Parce que j'adore l'humain. J'adore changer le monde du travail, le rendre inclusif, le rendre heureux. Puis justement, c'est pour ça que quand j'ai créé Cultura, ben moi, je m'étais dit, OK, ben moi, je veux devenir une apicultrice. Je veux créer des milieux de travail axés sur le bonheur où on est capable, tu sais, on passe tellement de temps au travail, là, on peut-tu faire quelque chose de le fun là-dedans? Mais sauf que mes pairs en RH, à un certain point, là, il y a plusieurs années, j'étais, mais voyons donc, c'est quoi ça? Puis là, ben, veux pas, avec le temps, puis tu sais, en élargissant mon réseau RH aussi, j'ai découvert qu'il y avait des perles. Tu sais, je pense notamment à Claudia Lépine, Marianne Lemay, c'est des perles là, qui étaient très, très, très créatives au niveau RH. Puis là, je me suis rendu compte aussi dans mon parcours après 2 ans à mon compte en neuroinclusion, que moi, j'avais plus un profil d'intrapreneur et non d'entrepreneur. Intéressant. Oui, tu sais, c'est de porter tous les chapeaux, c'était difficile. Est-ce que tu lirais ça, justement, avec ton TDAH, ou c'était vraiment plus un goût personnel? Non, je pense que dans mon cas, je sais qu'au niveau de l'entrepreneuriat, il y a énormément de gens qui, justement, ont un TDAH qui se virent vers l'entrepreneuriat parce que en ce moment, dans le milieu de l'entreprise, le TDAH est très, très mal accepté encore aujourd'hui.
on a beaucoup, beaucoup de préjugés. Puis, tu sais, dans les formations que je donnais avec Cultura, il y a tout le temps l'exemple du comptable que je donne. Où ce que j'en avais un qui était très, très, très... il drummait sur son bureau. C'était pas compliqué. Il faisait du drum. Il se prenait pour le drummer des CDC, puis ça tombait sur les nerfs de ses collègues. Puis si on t'entend-tu dans un bureau de comptabilité, en général, c'est pas ceux qui sont nécessairement les plus flyés, en général, OK? Ouais. Néanmoins, il y a de moins en moins de bas bruns, mais ça reste que, en règle générale, c'est souvent des gens plus conservateurs, plus tranquilles, plus dans leur bulle et tout. Et là, ce fameux drummer-là avait une capacité là, à trouver des erreurs dans des états financiers comme j'avais rarement vu dans ma vie. Mais sauf que ça rendait fou ses collègues, le fait qu'il dormait sur son bureau. Ça les rendait complètement marteau. Puis finalement, à un moment donné, ma gestionnaire est arrivée dans mon bureau puis elle m'a dit là, tu me sacs ça dehors, je suis plus capable. Wow. Sauf que j'étais, ben là, attends, là, qu'est-ce qu'on va faire? Le gars, il est écœurant, il est bon, là. Puis là, on va le sacrer dehors parce qu'il drumme, là. Non, c'est sûr qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire, là. Puis à ce moment-là, j'avais pas eu mon diagnostic, moi, encore. Fait que ni de douance, ni de TDAH. Puis là, finalement, j'avais été voir le directeur général à ce moment-là, puis j'ai dit, laisse-moi 2 semaines, si je trouve rien, je te garantis que je trouve la faille dans les normes du travail, puis je trouve comment faire quelque chose fair, mais je vais faire ce que tu me demandes. Puis là, il était comme, t'es sûr, là, parce que tu mets ta tête sur le bio, là. Là, j'étais comme, oui. Hey, c'est stressant. Écoute, je flippais des bananes, là, je capotais ma vie. Puis finalement, à force de trouver, de chercher, puis tout ça, ben, on avait remplacé sa chaise de bureau par un ballon. Tu sais, les ballons de gym, les grosses ballons. Puis, tu sais, il y avait sa chaise aussi, mais il y avait l'opportunité de pouvoir mettre un ballon. Puis, lui, on y avait installé aussi la méthode Pomodoro dans son horaire. Fait que, dans le fond, on y avait demandé aussi de tracker tout ce qui était ses cycles aussi. Dans le fond, c'est quand est-ce qu'il était le plus productif, quand est-ce qu'il y avait le plus d'hyper-focus, quand est-ce que c'était plus difficile, parce que des fois, il y a des périodes dans la journée que c'est plus tough. Fait que finalement, après tout cet exercice-là, après 2 semaines, ses collègues, ça allait top notch, là. Nice! Wow! C'est une super belle histoire, ça. C'est con parce que, dans le fond, tout le bruit du drum, on l'a remplacé par le bruit du ballon qui est en fait un bruit blanc. Ouais, c'est ça. Fait qu'au niveau des oreilles, au niveau de l'adaptabilité du cerveau, ses collègues ont juste fait comme, tu sais, t'entendais juste le bong, bong, bong. C'est quasiment apaisant à la limite. Tandis que le drum, c'était complètement autre chose. La méthode Pomodoro, ben, tu sais, il prenait son break, il allait marcher, il revenait. Puis après ça, tu sais, il y avait aussi son médecin qui avait validé est-ce qu'il devait ajuster sa médication ou non, puis tout, puis ça, ben, puis dans son cas, lui, il n'y avait pas eu de réajustement, mais au final, ça coûtait quoi? Un ballon. Ça coûtait un ballon de gym. Mais tu sais, versus si on n'avait pas fait preuve de créativité, puis tu sais, l'employeur, à ce moment-là, a fait preuve aussi d'ouverture d'esprit, parce qu'il aurait pu juste me dire, non, tu fais ce que je te dis, tu le renvoies, puis tu fermes ta trappe, là. Mais à ce moment-là, ils ont fait comme, OK, on va te laisser une chance, mais si tu te plantes, t'assumes. Ouais. Correct. Mais tu sais, il avait quand même fait preuve d'ouverture d'esprit. Puis à ce moment-là, tu sais, on avait fait le calcul de combien que ça nous aurait coûté si on n'avait pas remplacé, si on n'avait pas fait preuve de cette créativité-là, puis cette ouverture d'esprit-là. Il aurait fallu qu'on remplace quelqu'un qui est extrêmement compétent. Ça nous aurait coûté le processus de recrutement complet, ça nous aurait coûté toute la formation à faire, l'adaptabilité avec tout ça. Ça aurait été immense comme coût versus un ballon de gym. Non, c'est ça, OK. Puis ça met bien en lumière l'avantage aussi pour les employeurs de justement essayer d'être un peu plus neuro-inclusif puis de s'occuper de ces gens-là qui sont peut-être pas... qui rentrent pas dans les boîtes qu'on aimerait dans lesquelles ils rentrent, là. Ben oui. Ça me fait penser à un truc parce que je suis en train de lire un livre sur le leadership, puis tu sais, ça parle... en tout cas, ça s'appelle « Turn the Ship Around », je pense que j'en ai déjà parlé sur le podcast. Puis, tu sais, c'est beaucoup la critique, entre guillemets, du top-down leadership. Fait que, tu sais, que t'as comme un grand boss, puis là, le boss donne les ordres à ceux qui sont en dessous, puis là, qui donne des ordres à ceux qui sont en dessous, tu sais. Puis qu'il y a souvent, genre, beaucoup plus d'insatisfaction au niveau des employés à ce niveau-là. Puis là, tu sais, ton histoire m'a fait penser un petit peu à ça, où le leadership, dans ce cas-là, c'était aussi de laisser de la latitude pour faire son travail différemment tant et aussi longtemps qu'on va vers le même objectif. Exact. Puis j'ai l'impression que peut-être, je sais pas, genre tu me diras, mais cette idée genre
Puis j'aime beaucoup apicultrice, by the way. J'ai toujours aimé ça, genre voir ton titre professionnel sur LinkedIn, parce que j'étais comme, d'habitude, j'aime pas les trucs inventés, mais celui-là, je le trouvais vraiment bon. Puis, dans le fond, c'est ça, de créer ton espace comme intrapreneur, parce que c'était un petit peu ça notre question du départ, tu sais. Est-ce que ça a été... parce que, je sais pas, tu sais, ça a été quoi pour toi? Tu voulais-tu plus juste pas avoir le stress d'avoir tous les chapeaux, ou c'était plus au niveau de cette créativité-là que tu peux avoir un peu plus dans un cadre qui est peut-être fermé, tu sais? Ben écoute, vraiment, là, moi, quand je me suis lancée en RH, puis quand j'ai compris tout au niveau de la neuro-inclusion, moi, mon but, c'était de vouloir changer les choses. C'était vraiment de vouloir changer de contribuer à changer le monde du travail, puis le rendre vraiment, parce que la neuro-inclusion, je dis tout le temps, c'est l'handicap invisible. C'est celui qu'on voit pas, c'est celui que, tu sais, c'est comme quelqu'un qui a un mal invisible. On dit, mais t'as pas vraiment mal. Ouais, non, mais c'est parce que c'est pas parce qu'on n'a pas mal visiblement ou qu'on n'a pas mal physiquement qu'on souffre pas. Tu sais, l'estime de soi, à force de se faire dire qu'on n'est pas bon, on n'est pas ci, on n'est pas ça, ben, à un moment donné, là, ça frappe comme un coup de chaise en l'air de la tête. Après 2 ans, moi, je m'étais dit, bon, qu'est-ce que je veux faire avec ça? Est-ce que je veux continuer? Puis, tu sais, la COVID aussi m'a amené vraiment à toute une autre perspective où pendant ce temps-là, moi, je me suis séparée. Ça a été comme vraiment un hécatombe. Puis là, ben justement, on a l'amoureux qui est comme super loin. Puis c'était vraiment compliqué. Puis là, je m'étais dit, est-ce que je veux retourner en entreprise ou pas? Puis la vie fait toujours bien les choses quand même, parce que en ce moment, j'ai accepté un poste comme directrice RH dans une firme d'arpenteurs géomètres. La firme est détenue par 5 associés. Et je te jure, c'est merveilleux comment qu'ils ont de l'ouverture et du leadership, ces gars-là. Là. Ces 5 jeunes arpenteurs, ben jeunes, je veux dire, on s'entend, c'est quand même dans une tranche X d'âge, mais je veux dire, ils ont beaucoup d'expérience derrière la cravate, là, mais ils ont une vision, là, ces gars-là, puis c'est vraiment sharp. Parce que quand ils ont dit, ben c'est toi qu'on veut, ils m'ont dit, écoute, c'est toi qu'on veut parce que c'est comment que t'es. C'est ce que t'es, c'est ce que tu dégages, c'est ce que tu fais, c'est ça qu'on veut. C'était la première fois de ma vie que je me disais, OK, fait que là, je peux contribuer à changer le monde en étant moi-même. Puis tu sais, j'ai pas besoin de porter tous les chapeaux que je déteste, mettons, comme, j'ai rien contre la comptabilité, ma sœur est comptable, là, mais moi, la comptabilité, là, ça me donne de l'urticaire. J'aime pas ça. Moi, de commencer à faire 12 millions de formations sur comment fonctionne tel logiciel, telle affaire, telle patente. Oui, mais c'est parce que j'ai pas tant le temps de le faire. Faut que je goal pour justement, tu sais, faire ma portion marketing. Faut que je fasse mon info, le tatati, patata. Maintenant, je suis comme, OK, c'est parce que je bien beau être une pieuvre, là, mais tu sais, j'aurais peut-être 8 tentacules, je n'ai pas plus. Fait que quand cette opportunité-là s'est présentée, de revenir en entreprise comme directrice RH chez L'Arbre et Associés, ça a fait vraiment comme... OK, je reviens dans mes pantoufles de RH. J'ai la latitude. Il me laisse vraiment la latitude pour créer ce que je veux. Il me laisse une autonomie que j'ai rarement vue en entreprise. Puis tu sais, as-tu vu je pense que c'est une citation de Steve Jobs, je crois, qui dit « Quand tu embauches quelqu'un, tu l'embauches pour ce qu'il peut t'apporter et non pour ce que toi, tu vas le former, là, nécessairement. » C'est vraiment ça qui est arrivé. Puis, il y a aussi en entreprise, des fois, on voit encore, bon, ça c'est un autre débat, mais tu sais, beaucoup de mansplaining puis tout ça. Bien, je suis la seule fille au niveau, dans le fond, du palier de direction, puis c'est jamais arrivé. Jamais, jamais, jamais. Ni avec les employés, dans des meetings d'employés qu'on faisait par Zoom, ils laissent la place aux gens, aux femmes, vraiment de s'exprimer. Puis, tu sais, oui, ça devrait être la base, là. Mais... Sauf que ça, c'est inné. Puis au niveau de l'inclusion, quand que justement on a finalisé mon embauche et tout, il y a un des associés, il dit c'est poche que tu arrives un peu trop tard d'une certaine façon parce qu'on avait un employé qui était autiste, puis on n'a pas su comment l'encadrer correctement. Puis si tu avais été là avant, ben on l'aurait peut-être encore avec nous. Fait que de me faire dire ça, ça a juste fait OK, wow, des employeurs comme ça existe. Puis pour tous ceux qui sont intrapreneurs et non entrepreneurs, parce que, tu sais, comme on parlait un peu plus tôt, il y en a beaucoup qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce que le monde du travail n'est pas adapté pour nous autres, là, mais pas en tout. Bien, cette perspective-là de dire qu'il y a des employeurs comme ça qui existent, c'est du bonbon.
Ben, Complètement. mais oui, c'est vraiment... ça rend happy, justement, de savoir qu'il y a du monde de même. Mais ce qui me porte à une question un peu touchée, parce que on sait aussi qu'il y a tout le contraire, là, des gens Ouais. qui, encore une fois, puis là, pour en revenir avec cette idée du leadership, tu sais, ils sont très dans le top-down, il faut que tu t'intègres à la culture d'entreprise, il y a genre toute cette espèce de... quasiment genre on te bouffe dans notre Ouais. dans notre entreprise, puis tu dois te donner corps et âme là-dedans. Là. Est-ce que, tu sais, parce que là, tu disais aussi, ah ben, pour la première fois, c'est pour qui je suis puis ce que je peux apporter à la table, tu sais. En tant que quelqu'un qui a un neuroatypisme, est-ce que c'est quelque chose que, tu sais, t'encourages de parler ouvertement ou d'attendre à ce que, tu sais, comment tu gères ça dans un contexte de travail, tu sais? Ben écoute, c'est drôle que tu poses cette question-là parce que cette semaine, on donnait avec ma fidèle partner là, en neuroinclusion, Solène, on donnait une conférence justement aux étudiants de l'UQAM en RH. Puis là, on a parlé de cet aspect-là. Oui, nous, on le dit ouvertement. On le dit ouvertement parce que oui, c'est sûr que dans certaines situations, on va faire face aux préjugés. Puis ça, il faut s'y préparer parce que les gens, il faut les éduquer. Il faut les éduquer, puis il faut leur montrer qu'est-ce qu'on peut apporter parce que souvent, les gens vont vraiment voir plus la problématique et non le plus qu'on peut apporter. Tu sais, toute la créativité, toute la rigueur, mettons, au niveau des personnes autistes, ils ont une rigueur au niveau du travail qui est phénoménale souvent. Puis tu sais, c'est pas juste ça, mais ils ont mille autres qualités, mais tu sais, TDAH, la douance, la créativité, la vision globale. Souvent, c'est des qualités qui vont être vraiment plus renforcées chez ces gens-là, de la façon que leur cerveau est construit. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui est à l'aise. C'est pas tout le monde non plus qui va aller chercher le diagnostic parce qu'on s'entend qu'un processus au niveau auprès d'un neuropsychologue, c'est à peu près 1500 $ à peu près en moyenne. La majorité des assurances le remboursent pas encore. Ce que je trouve très aberrant là, au niveau des assureurs. Fait que s'il y a un assureur qui écoute FYI, ça serait peut-être une idée. Mais oui, je pense qu'il faut commencer à le dire. Il faut commencer à briser. J'ai 2, 3 consonnes puis une voyelle. À briser tout ce qui est les préjugés. Tu sais, oui, moi j'ai de la douance. Oui, je suis TDAH. Puis j'en suis fière aujourd'hui. Puis j'ai 3 enfants, puis j'en ai 2 qui sont neuroatypiques aussi. Puis mon grand, ben, il y a une douance, il y a un syndrome de Tourette. Donc, tu sais, c'est complètement autre chose aussi à gérer au niveau des tics moteurs et tout ça. De l'anxiété, toutes ces choses-là qu'on rencontre en entreprise, les gens n'ont pas à être gênés de ça. Il existe tellement de solutions, il existe tellement d'outils, de techniques. Tu sais, je disais tout le temps aux gestionnaires auparavant, les 3 clés, là, c'est l'ouverture d'esprit, la bienveillance puis l'empathie. Oui, j'encourage les gens à le dire. Puis c'est sûr que ça va toujours avec comment ils sont à l'aise. Ça va aussi, il y en a qui ne voudront pas aller chercher un diagnostic. Il y en a qui ne seront pas à l'aise. Parce que, tu sais, on s'entend qu'en ce moment, il y a à peu près un vingtième à pas un vingtième, je veux dire un cinquième à un quart de la population qui est neuroatypique. Wow, OK. Fait que ça commence à faire du monde à la messe, mettons, là. Ouais. Oui, on parle de 20-25%. Différent. Mais oui, toute neuroatypie confondue. C'est sûr qu'au Québec, on n'a vraiment pas beaucoup de données. En ce moment, il y a beaucoup d'universités, beaucoup de programmes, il y a beaucoup de doctorants qui sont en train de plancher là-dessus, de bâtir des bases de données au Québec. Pardon. Fait que c'est sûr qu'au niveau, tout ce qui est statistique, on se base beaucoup sur nos semblables. Donc, la France, les États-Unis. Donc, on sait que c'est quand même assez semblable de part et d'autre. Donc, on peut estimer qu'il y a à peu près, sous toute réserve, un quart à un cinquième des gens là, en entreprise qui sont neuroatypiques. Fait que ça commence à faire du monde qu'on pourrait accompagner pour exploiter leur potentiel beaucoup mieux. Absolument. Puis déployer tout un tas de... Tu sais, c'est comme notre cerveau qu'on n'utilise pas à 100%. Exact. C'est comme dans l'entreprise, il y a plein de potentiel qui n'a pas été genre utilisé ou soulevé qui pourrait amener vraiment plus de rapidité, plus de rigueur et de créativité aussi. Trouves-tu que peut-être, tu sais, parce que là, on parle beaucoup de diversité, les gens parlent beaucoup de vouloir être inclusifs dans les milieux de travail, puis de mettre en place des choses comme ça. Puis j'ai l'impression qu'on dirait que la neurodiversité, c'est pas encore vraiment rentré dans le grand chapeau de la diversité. Tu sais, c'est comme, il y en a qui sont plus... qui sont
sais, qui réfléchissent plus, peut-être, mais on dirait que, tu sais, on parle de racisme, de sexisme, puis tout ça, mais, tu sais, on le rentre pas. Fait que comment est-ce que tu... Mettons, OK, puis là, parce que je parle beaucoup à des entrepreneurs, mais aussi en entreprise, tu sais, quelqu'un qui aurait comme ça une valeur de vouloir encourager la diversité dans son milieu de travail ou dans les choses qu'elle peut... peut-être les personnes qu'elle veut collaborer ou des choses comme ça. Par où tu commencerais pour vraiment... Ou tu sais, des petits gestes ou des choses comme ça qu'on peut commencer à faire, soit en tant qu'entrepreneur ou employeur, pour commencer à montrer à notre communauté qu'on a ça à cœur. Ben ça, je pense que ça commence vraiment avec des petits gestes, comme mettons, tu sais, le mois du TDAH qui est au mois d'octobre, signifié. Bon, ben écoute, on le souligne. Si on a des TDAH, mettons, dans nos employés, soyez fiers, affichez vos couleurs. Tu sais, de vraiment, une fois, par exemple, qu'on décide d'être neuro-inclusif, il faut vraiment que les bottines suivent les babines, là. Pas après ça, on s'en servir par en arrière pour les backstabber, à ne pas faire, là. Mais, tu sais, de commencer à juste être ouvert. Parce qu'au niveau de la neuroinclusion, aussi, une autre affaire, c'est que, tu sais, on a des méthodes, on a des outils, on a des techniques. Mais le but de la neuroinclusion, c'est vraiment de permettre à chaque humain d'exploiter son potentiel, qu'il soit neurotypique ou neuroatypique. On veut vraiment que chaque humain puisse utiliser son plein potentiel puis être qui qu'il ou elle est sans avoir de gêne. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui sont neurotypiques puis qui vont avoir qui vont faire face à certaines situations dans la vie ou qui vont vivre avec l'anxiété sans être nécessairement neuroatypique. Je veux dire, c'est quelque chose qu'en entreprise, on n'a pas nécessairement besoin d'être gêné de ça. On est en 2021, on est dans une situation de merde, on va se dire les vraies affaires. En ce moment, tu sais, il y a une ouverture qu'on doit prendre, puis comment qu'on peut accompagner l'employé pour être plus, tu sais, que sa vie soit plus douce, que son travail soit plus, OK, c'est quoi les situations que tu fais face? Tu sais, parmi les méthodes qu'on utilise, là, souvent, on va préconiser, mettons, j'ai un exemple, là, parce qu'il y a beaucoup d'hypersensibilité au niveau de la communauté neuroatypique. On va souvent privilégier justement un casque, pour réduire les bruits environnements et tout. Mais ce fameux casque-là, là, dans les faits, il pourrait tout autant servir à quelqu'un qui fait de l'acouphène. Fait que, tu sais, c'est d'établir des méthodes, mais de les rendre accessibles à tous. De ne pas baser sur ni de favoritisme non plus à l'endroit des gens neuroatypiques, mais de vraiment décrire des choses, des méthodes, des outils et une ouverture qui est accessible à tout le monde. Puis à ce moment-là, les employeurs, moi, ce que je préconise beaucoup, c'est à la base, c'est de former les RH en premier lieu. Parce que c'est un peu ça qui va servir de point d'ancrage. Si nos RH sont pas consciente, parce que c'est le mal-aimé de la diversité, la neurodiversité. Elle apparaît pas, c'est pas une grosse communauté, elle prend pas de place, on n'en entend pas beaucoup parler, tu sais, je veux dire, au niveau de la diversité, que ça soit ethnique, culturelle, sexuelle, on en entend toujours parler, c'est des communautés qui prennent beaucoup plus de place au niveau du public, ils s'expriment beaucoup plus avec aisance, ils s'expriment, tu sais, puis ils ont pas peur de défoncer des portes. Au niveau de la neurodiversité, c'est encore timide un peu, mettons, là. Fait que, tu sais, on en parle moins, c'est un des mal-aimés de la diversité. Fait que si les RH sont formés en conséquence, d'être capable de déceler des comportements, de dire, de mettre, pas nécessairement pour aller voir l'employé puis lui dire, ah, écoute, tu sais, on a peut-être des soupçons que, non, juste dans l'optique de dire, ben, regarde, on a peut-être des gens qui sont neuroatypiques en entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire pour les faire sentir à l'aise? Ouais. Ça va être juste de permettre tout ça sans nécessairement, tu sais, je sais qu'au niveau de la diversité, on parle beaucoup des fois de mettre un ratio, ben, c'est correct parce qu'à un moment donné, tu sais, faut embrayer le pas, là. Ça fait plusieurs années qu'il existe au niveau de la diversité, puis il y a très peu d'avancement qui a été fait. Au niveau de la neurodiversité, je pense pas que ça va être nécessaire. Mais l'ouverture d'esprit, elle est nécessaire. C'est crucial. Il faut ouvrir les esprits des gestionnaires, des employés, des collègues. Puis, tu sais, moi, je tombe bien à matin. Il y a beaucoup aussi l'aspect que les parents aussi, des fois, vivent avec des enfants neuroatypiques. Ça, c'est une autre réalité du travail aussi, là. Ouais, puis j'ai l'impression que c'est vraiment, en tout cas, de ce que moi j'observe, c'est par là souvent que l'intérêt pour le neuroatypisme va se développer parce que, tu sais, mettons, moi je pense à comment j'ai été à l'école puis tout ça, personne m'a jamais parlé de neuroatypisme ou, tu sais, on dit, OK, ben il y a les enfants autistes puis on dit c'est un autiste, mais tu sais, tu connais rien là-dessus, tu sais, puis il y a cette espèce de
de juste la distinction, alors que ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est, on peut juste avoir plus d'outils, puis laisser les gens aussi peut-être aider les gens à s'éduquer ou à donner des informations sur des choses qui pourraient améliorer leur day-to-day. Super, non, c'est vraiment, vraiment intéressant, puis c'est vraiment une belle mission que tu as. Est-ce que tu donnes encore des conférences avec Cultura, même si tu es oui, temps ben en plein fait, en oui, entreprise? oui, en fait, au niveau dans le fond, moi, ce que j'ai cessé avec Cultura, c'est tout ce qui est, dans le fond, vraiment le service aux entreprises, tout cet aspect-là, mais tout au niveau de la sensibilisation, ça, je la continue. Les conférences aussi, je peux les continuer, ça, il n'y a pas de problème. C'est vraiment dans l'aspect de faire le plus de sensibilisation possible. Moi, je rigolais l'autre fois parce que dernièrement, on a ri, ma collègue Solène et moi, parce qu'on a été interviewés, puis ça a paru dans le magazine Coup de pouce ce mois-ci, justement. Ah, cool! On riait un peu, puis on était comme, OK, prochaine étape, est-ce qu'on essaye de viser tout le monde en parle, tu sais? Oui! C'est un rêve, ça serait vraiment un rêve qu'on puisse vraiment parler de la neurodiversité. Fait que, tu sais, le mois d'avril, c'est le mois de l'autisme, en fait. Mais on voudrait vraiment faire une sensibilisation. Puis, tu sais, moi, mon employeur il est vraiment phénoménal à cet effet-là. Il me permet de continuer la sensibilisation. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est sûr, tu sais, là, ma tâche primaire, c'est vraiment au niveau de directrice RH. Donc, j'ai beaucoup de choses à faire au niveau de l'entreprise. Mais, tu sais, de continuer la sensibilisation, les conférences, ça, je tiens vraiment à le continuer parce qu'il y a trop à faire. Puis, il y a trop de belles choses à accomplir dans le milieu du travail pour faire comme si ça n'existait pas. Ouais, puis surtout avec maintenant la pandémie, tu sais, les gens sont de plus en plus isolés, puis de pouvoir leur donner des outils aussi pour pas juste les gérer, mais se gérer eux-mêmes, puis apprendre à, tu sais, à juste à être mieux, tu sais. Je pense qu'on a tous besoin d'un petit peu Mais plus de bien-être dans ce plus qu'on de fait tous les doux. jours, tu sais. Plus de Ouais. doux, tu sais, une to-do list, mettez DOUX, là, to-do read, to-do whatever. Puis, une autre chose, tu sais, qu'il y a dans le milieu du travail, c'est que tout ce qui est à distance, là, mettons, moi, mes formations à distance, je les donnerais pas, même si j'étais encore avec Cultura, parce que donner une formation à distance à un TDAH, là, c'est un job, là. On s'entend, garder le focus, là, mais c'est pas toujours évident, là, dépendamment du nombre de temps. Donc, c'est quelque chose qui peut être à réviser. C'est sûr que la pandémie, elle durera pas toujours. Télétravail, oui, mais pas la pandémie. Mais sauf que il y a trop de choses à faire. Puis, tu sais, il faut adoucir le monde du travail. Faut vraiment le rendre happy. Le Ouais. rendre doux. On passe tout le temps au travail que si on est dans un environnement toxique, que ça marche pas, que les gens ne nous respectent pas pour ce qu'on est, puis ce qu'on peut apporter surtout, qu'on soit neurotypique ou neuroatypique, si les gens n'apprécient pas ce qu'on peut apporter, ben on s'entend? On est encore en pénurie de main-d'œuvre. Il y a d'autres endroits qui, eux, vont être capables de l'apprécier à la juste valeur. J'ai l'impression qu'on n'a vraiment pas le choix que de s'adapter, puis de la même façon que, tu sais, tout ce qui est diversité, les structures rigides doivent commencer à vraiment s'assouplir de plus en plus, puis tu sais, je trouve ça drôle parce que mon mari, il travaille, tu sais, il travaille pour le fédéral, puis ils avaient toujours trouvé ça vraiment difficile de l'option du télétravail. Ils n'ont pas le choix. C'est fou comment, genre, du jour au lendemain, ça a été comme, ben là, soudainement, tout est possible, tu sais. Puis je pense que c'est ça aussi la mentalité, que ce soit avec la diversité, la neuroinclusion et tout ça, c'est que, tu sais, si on se disait que tout est possible puis qu'on pourrait faire les choses différemment, qu'est-ce qui arriverait, tu sais? Exact. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Pas attendre de se le faire soigner dans le fond de la gorge comme du foie gras, là. Vraiment y aller, OK, ben, d'être proactif. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui au niveau de la neuroinclusion pour rendre ça possible, rendre ça accessible, s'éduquer? Il y a plusieurs affaires qu'on peut faire. On peut faire des webinaires, on peut faire des séances d'information le soir, on peut faire plein d'affaires. Tu sais, tout est possible. Même en cas de pandémique, tout est encore possible. Absolument. On peut trouver. Merci beaucoup, Cindy. C'était absolument génial de t'avoir avec moi pour discuter de ce sujet-là. Où tu préfères qu'on te rejoigne si jamais on veut en savoir plus? Est-ce que tu continues à créer du contenu? C'est quoi vraiment les meilleures places pour te suivre? Les meilleures places pour me suivre, ça serait autant LinkedIn ou ma page Facebook ou Instagram, parce que j'en ai une, là. C'est sûr qu'en ce moment, le focus, moi, je mets vraiment beaucoup au niveau de mes tâches de directrice chez l'Arbre, parce que c'est vraiment...
j'aime vraiment mon employeur d'amour, puis c'est vraiment ma priorité. Parce que je me dis, un employeur comme ça, c'est vraiment pas la norme. Et je tiens vraiment à honorer toutes mes fonctions. Ça coche, on va dire, là. Mais c'est sûr que la sensibilisation, je la continue autant sur LinkedIn. Défaut de neurodiversité, ben je réponds pas très vite à mes messages, comme tu peux constater. C'est pas grave. Ça, c'est un petit rappel. C'est vraiment ma bête noire. Je peux... Tu sais, au niveau de du flow de messages, tu sais, quand que ce soit un Messenger, texto, LinkedIn, à un moment donné, je suis comme « OK, it's enough. » C'est trop, tu sais. Mais souvent... Mais tu crées du contenu, puis on peut aller le lire là, sur encore. LinkedIn, tu sais, des choses comme ça. Puis c'est comme ça que moi, dans le fond, je te suis depuis, tu sais, je pense, plusieurs années, puis j'en apprends ou je réfléchis à tout ça aussi par la bande. Donc, merci infiniment. Merci à toi. Je te souhaite vraiment de t'épanouir avec ton employeur, que tu sembles aimer d'amour. Oh oui, beaucoup. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux. Merci à toi. Passe une belle journée. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!